Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant. On va décrypter ensemble les modèles pédagogiques fractaux de Jean-Claude Serres. Et croyez-moi, ce voyage intellectuel vous le détourne. On va partir de très très haut, depuis les grandes théories vertigineuses de la connaissance globale, pour redescendre progressivement vers quelque chose de très concret, la réalité du terrain et de l'apprentissage humain au quotidien. C'est le moment de réinitialiser un peu tout ce qu'on croyait savoir sur l'éducation. Pour ne pas se perdre en route, voici notre plan de vol. On va avancer en 5 grandes étapes. On commencera par les fondements même de l'apprentissage et la fameuse pyramide des compétences. Ensuite, on plongera à l'intérieur de notre cerveau avec la métacognition et les échelles de complexité, pour terminer sur quelque chose d'ultra pratique, comment apprendre quand on est sous pression et fatigué. Bon, démarrons tout de suite avec notre première grande étape. Avant de construire quoi que ce soit, il faut des fondations solides. Et la question de base, c'est comment est-ce que nous, les êtres humains, on acquiert réellement le savoir pour s'adapter à notre environnement ? Eh bien, tout s'articule autour de 4 grands pôles distincts. C'est la boussole de notre développement intellectuel. D'abord, on a la transmission du savoir, sont les connaissances historiques, l'héritage qu'on se passe. Ensuite, il y a l'acquisition, c'est-à-dire notre capacité à apprendre de façon autonome. Le troisième pôle, c'est la résolution de problèmes, par la science ou la stratégie. Mais honnêtement, c'est le quatrième pôle qui est de loin le plus puissant. Survivre. Survivre face aux crises, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ça demande une forme d'apprentissage qui est profondément instinctive et adaptative. Et c'est là que la magie du modèle de Serres opère. Ces 4 pôles tout simples, en fait, ils connaissent une véritable expansion fractale. Ils se déploient, un peu comme un arbre géant, en une cartographie ultra complexe de plus de 60 modalités d'apprentissage. On passe d'un concept abstrait comme acquérir à des actions hyper granulaires. Être autodidacte, découvrir par soi-même, ou même choisir consciemment ses zones d'incompétence. Bref, vous l'aurez compris, l'apprentissage n'est jamais juste un bloc uniforme, c'est un réseau infiniment nuancé. Allez, on passe à la vitesse supérieure avec notre deuxième section. Maintenant qu'on a vu cette immensité de possibilités, la vraie question, c'est de savoir comment tout ça s'empile pour forger de véritables leaders capables d'agir dans le monde réel. Imaginez cette progression comme l'ascension difficile d'une montagne. On commence tout en bas, au niveau de la simple efficacité opérationnelle, vous savez, la gestion basique de son temps et de ses réunions. Mais l'objectif, c'est de grimper jusqu'au sommet absolu, là où l'air se raréfie. La maîtrise totale des changements chaotiques. Décortiquons un peu cette ascension. Le premier palier, c'est la base de l'efficacité, comme savoir piloter des processus. Une fois qu'on a ça, on monte d'un cran vers l'agilité, ce qui implique de savoir gérer les risques, d'être à l'écoute, de partager son expérience. Mais le boss final, l'étage ultime de cette pyramide, c'est ce qu'on appelle le Mach 2, maîtriser et accélérer le changement en environnement complexe. Et atteindre ce niveau, ça exige une créativité et une pensée complexe hors normes pour pouvoir guider une métamorphose totale, que ce soit pour surmonter une crise personnelle ou piloter la mutation d'une multinationale. Pour notre troisième étape, on opère un virage à 180 degrés. On arrête de regarder l'environnement extérieur et on plonge directement dans les rouages invisibles et les paysages mentaux de la personne qui apprend. Comment est-ce que je pense ce que je pense ? Prenez juste 2 secondes pour digérer cette question. C'est vraiment le cœur nucléaire de la métacognition. S'arrêter pour observer ses propres processus de pensée, c'est ce qui déclenche une introspection surpuissante. Parce qu'au final, la manière dont on absorbe l'information du monde extérieur est totalement dictée par ces petits filtres internes invisibles. C'est un contraste assez saisissant quand on y pense. D'un côté, vous avez les immenses domaines extérieurs de la connaissance, les sciences dures, l'art, la philosophie. Mais de l'autre côté, pour que notre cerveau les comprenne, ces vastes océans d'informations doivent être entonnoirs à travers nos canaux de communication internes. Visuels, auditifs, kinesthésiques. Selon le langage que votre cerveau privilégie, la façon dont vous allez recevoir et comprendre le savoir sera profondément, littéralement différente. Et ça nous amène à une dualité cognitive majeure. On a d'une part la pensée récit, c'est linéaire, c'est chronologique, c'est académique. En gros, c'est l'autoroute toute droite que l'école traditionnelle nous apprend à utiliser. Mais d'autre part, on a la pensée paysage. Là, c'est beaucoup plus riche. C'est multidimensionnel, c'est spatial, ça traite l'information en volume. Et le point crucial à retenir ici, c'est que si en tant qu'adulte, on est incapable de basculer de manière fluide entre cette autoroute et cette vision en 3D, on va bloquer net notre capacité à apprendre de nouvelles choses. Poursuivons vers notre quatrième section. On va voir comment cette pensée interne est obligée de changer complètement d'échelle quand elle se frotte à des situations de plus en plus intenses et imprévisibles. Le grand écart intellectuel qu'on nous demande de faire aujourd'hui est massif. Dans la vie de tous les jours, 90 à 95% de notre pensée fonctionne sur un modèle linéaire super simple, cause-effet. Le problème, c'est que le monde réel, lui, fonctionne avec des déterminismes systémiques, des boucles de rétroaction dans tous les sens, pour finalement aboutir à un état de chaos. Et c'est précisément dans ce chaos que naissent les bifurcations soudaines et irréversibles. Pour vraiment saisir cette complexité, il y a un principe clé, bien qu'un peu déroutant, qu'on appelle la notion hologrammatique.
C'est l'idée paradoxale que le tout est supérieur à la partie, mais qu'en même temps, la partie contient et dépasse le tout. C'est un sacré casse-tête, je sais, mais maîtriser cette gymnastique paradoxale, c'est ce qui permet à n'importe quel système de survivre quand son environnement se métamorphose brutalement. Allez, dernière ligne droite. Fini la grande théorie philosophique, on atterrit directement sur le terrain, dans la réalité pure et dure de la formation pour adultes. Imaginez un peu le contexte. Le défi pédagogique est titanesque. Animer un cursus sur la pensée complexe d'Edgar Morin pendant 60 heures réparties sur un an. Les cours durent 4 heures, le soir, de 18h à 22h. En face de vous, des adultes qui ont déjà une journée entière de travail dans les pattes et qui sont complètement épuisés. L'objectif totalement paradoxal, faire en sorte qu'ils ressortent de cette salle à 22h avec l'esprit plus clair et moins fatigué qu'en arrivant. Pour réussir ce tour de force, l'atelier ne laissait aucune place à l'improvisation. L'architecture globale était découpée en une séquence implacable de 4 blocs d'1 heure. C'était pensé à la minute près pour contourner les limites physiques et l'attention déclinante d'un cerveau épuisé. Voici comment s'agençaient ces 4 heures. La première heure, on fait table rase. C'est la phase éprouvée. On relâche la pression, on se détend physiquement pour évacuer le stress de la journée. Ensuite, heure 2, on passe à expérimenter. Là, les participants interagissent dans un cadre sans aucune consigne directive, pas de théorie, juste de l'exploration pure. La théorie, les concepts purs, ça n'arrive qu'à la 3e heure, les apports venant se greffer naturellement sur l'expérience qu'ils viennent de vivre. Et enfin, la 4e heure, la plus cruciale, le bilan. Alors là, accrochez-vous, parce que les règles de ce bilan étaient redoutables. Pendant les 3 premières heures, interdiction de prendre la moindre note et interdiction formelle de manger. Rien que ça force une concentration absolue. Arrivé au bilan final, chaque participant devait isoler et écrire un seul et unique point marquant. Et le véritable électrochoc se produisait lors du partage collectif. Chacun réalisait que son voisin avait retenu une leçon diamétralement opposée alors qu'ils avaient vécu exactement la même soirée. C'est ce choc des perceptions qui ancrait l'apprentissage. Et le coup de grâce pédagogique, ils avaient l'obligation d'expliquer ce concept à une personne extérieure dans les 48 heures pour verrouiller définitivement l'information. Tout cela nous pousse à une réflexion qui pique un peu. Face à ces cartographies vertigineuses et ces méthodes si exigeantes, est-ce qu'on ne devrait pas sérieusement remettre en question nos réflexes habituels ? Apprendre, ce n'est plus juste empiler passivement des données, c'est un entraînement vital pour dompter le changement. Et la question qui reste en suspens, c'est de savoir si nos propres schémas de pensée, bien souvent linéaires, sont vraiment taillés pour affronter les crises chaotiques qui se profilent à l'horizon. En tout cas, merci de m'avoir accompagné dans cette analyse. J'espère que ça continuera de nourrir votre réflexion sur la fascinante mécanique du savoir. À très vite.